en ce qui me concerne, je vais vous présenter un autre sujet complètement différent des tests. Moi, j'ai dû en faire aussi. Custom Text Input en iOS. Donc déjà, pourquoi se prendre la tête à faire des text input? Parce qu'on a des trucs qui marchent très bien en composant standard. La UI Text Input View. Donc pourquoi la Text Programming Guide nous donne des premiers indices. Premier, c'est pour des questions de customisation, que ce soit en termes de présentation, en termes d'autocorrection ou en termes d'input. Plus concrètement, dans notre cas, chez MyScript, on fait une application qui s'appelle Nebo, qui sert à la prise de notes. Le mode d'input principal était le stylet, et le but était de pouvoir utiliser le clavier pour éditer les notes aussi. Donc on part sur une vue qui était complètement custom, qui nous servait à capturer l'input, à rendre l'input, à quelque chose qui puisse interagir comme une text view, et comment on fait tout ça en fait. Donc c'était une aventure assez intéressante, j'ai rencontré pas mal de problèmes. Je vais vous en présenter tout ça ici. Donc par quoi on commence quand on est devant ça? Donc on regarde la doc Apple, on regarde les samples. Premier truc, c'est que la présentation de la doc, tu dis oula, ça n'a pas été mis à jour depuis un petit moment, ça ressemble pas trop à la doc qu'il y a maintenant. Et quand tu regardes la date du sample et le deprecated warning qu'il y a, tu dis 2013, oula oui en effet. Bon, faut pas non plus être effrayé parce que grâce à tout ça, on a pu quand même arriver à faire pas mal de choses. Donc quels sont les concepts principaux, par quoi qu'est-ce qu'on doit avoir? Donc on doit gérer tout ce qui est rendu personnalisé de la vue. Définir une vue qui adopte le protocole UI Text Input. Donc ce protocole va servir un petit peu de moteur, il va nous servir à faire tout ce qui est essentiel. Donc l'édition du contenu, la sélection, le mode d'entrée de translittération, par exemple tout ce qui est chinois, japonais, coréen, des utiles, plein de choses. Je vous passe parce que j'ai écrit en plus petit tellement il y a plein de choses. Mais on va voir tout ça un peu plus en détail après. Et après, gérer tout ce qui est affichage des curseurs, leurs interactions, et ensuite tout ce qui est raccourci clavier. Donc ça contient tout ça. Oh. Donc concept principal. Donc tout ce qui est gérer le rendu de la vue. Donc là, j'ai passé rapidement, c'est pas le sujet sur lequel on a le principal de difficulté. Je renvoie à la documentation. Ça passe par des primitives de rendu classique pour dessiner du texte. Donc maintenant, comment on fait pour adopter le protocole UI Text Input? Donc, basiquement, vous allez me dire, on adopte un protocole sur une UI View, il n'y a rien de compliqué, sauf que là, on a tout plein de méthodes à implémenter. Donc c'est là que va nous servir le sample et la doc qui servent principalement à comprendre comment ça fonctionne, parce qu'il y a plein de concepts qu'il faut appréhender, sur lesquels on n'est pas forcément habitué. Et ces concepts vont représenter quelques difficultés que je vais vous présenter au fur et à mesure. Donc dès maintenant, la première difficulté, c'est qu'est-ce que c'est que ce foutu marktext? Et c'est Multistage Input Languages. Pour vous présenter ça, je vous fais un petit dessin. Enfin, un petit dessin, j'ai fait quelques captures. Donc, si on prend l'exemple du chinois, en chinois, c'est difficile avec un ordinateur d'écrire directement des symboles. Donc, avec l'iPhone, on ne peut pas avoir un clavier spécialisé pour dessiner des symboles. Mais une autre façon qu'ils ont, qui est une façon un peu traditionnelle, ça s'appelle le pinyin, où on va écrire les symboles de façon phonétique avec des caractères latins. Et ensuite, on va sélectionner les symboles qui correspondent, on va valider l'entrée. Donc, c'est une entrée en deux temps. Donc, sur la gauche, on a le pinyin qui a été écrit, donc pinyin. Et à droite, on a sélectionné l'entrée qui correspond, on se retrouve avec les symboles. Donc, on peut voir que sur la capture de gauche, le pinyin est justement, il y a un overlay qui est appliqué par-dessus, et ce qu'il n'y a plus après sur la partie suivante. Les API qui correspondent à ça, c'est toutes les API de marktext, donc il n'y en a pas beaucoup, il faut définir le range du marktext dans le texte que l'on a. Et ensuite, pouvoir setter ce marktext et dire voilà, la session de marktext est terminée. Quelles sont les difficultés qu'on a eues par rapport à ça? Donc la première, ce n'était pas une très grosse difficulté, mais le rendu de cet overlay dont je viens de vous parler n'était pas affiché par défaut. Donc là, il a fallu créer une vue custom pour faire ce rendu-là. J'ai cherché via les API de styling et autres, je n'ai pas réussi à le rendre. Et après, une petite surprise sur iOS 13 cet été, c'est qu'on s'est aperçu que sur certains langages, on avait un curseur natif qui venait s'ajouter à notre curseur. Donc ça, c'est aïe. Comment on va faire? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé avec le ViewDebugger ce qui se passait, et j'ai regardé un petit peu quelles étaient cette vue-là, d'où elle venait,
et j'ai essayé de comprendre ce qui faisait qu'elles étaient insérées. Donc ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un container view, donc le UI Text Selection View, qui est une API privée d'Apple, qui était rajoutée à ma vue, qui contenait une UI view qui représentait le curseur. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai essayé un truc tout bête, c'est j'ai overridé le add subview, donc c'est l'objectif-C, hein. J'espère que vos yeux ne saignent pas trop. Là, c'est toujours un objectif-C. J'ai overridé le add subview pour dire voilà, si tu rajoutes toutes les sous-vues, sauf si jamais tu as cette vue-là. Sauf que ça marchait plutôt bien, sauf jusqu'au moment où j'ai voulu faire une petite sélection. Je ne sais pas si vous voyez le handle en haut à gauche. Et là, c'est le handle system qui est réapparu. Elle ne faisait pas partie de cette vue-là. Elle fait partie d'une vue système qui est rajoutée dans une autre window et dans un autre truc. Et là, on se dit bon courage parce que je suis incapable de maîtriser comment elle est rajoutée. J'ai cherché un peu plus et c'est récemment, j'ai découvert que... Non, hop, ça c'est le point d'après. Donc ça, voilà, il n'y a aucun moyen de toucher à cette vue-là parce qu'elle n'est pas ajoutée dans une vue de notre application, dans une fenêtre de notre application. Donc j'ai eu une petite lueur d'espoir quand j'ai trouvé une nouvelle API qui était sur iOS 13 qui s'appelle UI Text Interaction, qui promet, bon je vous présenterai un peu plus en détail, mais pour faire simple, c'est une API qui va rajouter des curseurs système pour pouvoir interagir comme le système. Et le problème, c'est que même si je préviens, donc ça c'est cette API ça fonctionne comme une interaction, comme les dry interactions et ce genre de choses. Donc j'ai surchargé de la même façon que ce que j'ai fait pour le ISO-vue. J'ai surchargé le add interaction sur ma classe et j'ai évité toutes les interactions pour faire court. Et là, j'avais quand même le problème. Je dis bon, ok, c'est des interactions qui sont rajoutées sûrement à la construction des vues dans un truc privé, donc je n'avais pas de moyen non plus d'agir dessus. Donc j'ai fait un sample code et je l'ai envoyé à Apple et j'attends toujours la réponse. Comme vous pouvez vous en douter. Alors, on a vu la première difficulté qui concernait tout ce qui était langage translittéré. La deuxième, bon, c'était un truc tout bête, hein, c'était, où on a passé du temps, c'était la forward deletion. Donc la touche sub soit avec un clavier externe. Comment on gère ça? Donc, première vue, pas d'API disponible pour l'UI Text Input. On a une API dédiée pour faire du backspace. Enfin, avec la touche backspace effacée de façon backward. Pas moyen de trouver la touche qui correspond en faisant une UI key command, c'est-à-dire en faisant un shortcut clavier, quelle est la touche qui correspond à sup. J'ai essayé plein de méthodes, j'ai passé du temps, pas moyen. Pas de sélecteur qui apparaisse sur Can Perform Action quand j'appuie sur sup. Je me dis, il y a sûrement un sélecteur qui passe et que pour faire une action quelconque, il n'y en a pas non plus. Pas moyen non plus en inspectant donc il y a sur la vue dans le UI Text Input Protocol, on a une input view delegate qui représente le clavier et ce qu'il nous envoie. J'ai essayé de trouver là-dedans, parce qu'on voit toutes les touches, j'ai essayé de regarder là-dedans, voir si je ne voyais pas des indices qui pourraient me dire tiens, la touche sub c'est cette touche-là et voici comment il faut l'écrire pour les key commands. J'ai essayé des trucs que j'ai vus sur internet, donc toujours rien. Et en fait, on aurait pu savoir en regardant bien le sample, parce que ça m'était passé un petit peu au-dessus, mais on a fini par trouver, c'est que c'est le delay de backward qui est appelé dans ce cas-là, mais sauf qu'il faut regarder la sélection de range, et dans ce cas-là, la range, elle est setée par la plateforme à les bouger après le texte, du curseur, elle est remise aussi de la position du curseur à un caractère après, et c'est ce qui permet d'effacer le texte. Sauf que quand on regardait le code du sample, ce n'était pas forcément clair, parce que dans le code du sample, si j'ai du mark-text, j'efface le mark-text dans le delay de backward. Si j'ai une sélection, je l'efface, jusqu'à là tu dis bah oui, c'est logique. Et si j'ai pas de sélection, j'efface juste un cas. Et sauf que nous, on avait des trucs un peu spécifiques, parce qu'on passe par d'autres API en interne. Donc ce cas de sélection était géré autrement. Et donc on l'a trouvé, mais bon, on a mis un peu de temps. Alors, deuxième difficulté, c'est les API dictation qu'on a apportées sur l'application. Donc, ces difficultés sont liées à notre modèle interne où on avait choisi de fournir le texte via les API du UI Text Input de façon tronçonnée pour des raisons de performance. Parce que dans notre modèle interne, c'est un modèle qui manipule de l'encre utilisateur, etc. Et les choses, si on a un très gros document, peuvent être complexes à manipuler et prendre du temps. Donc on a choisi d'envoyer le texte que par morceau de code,
sur un contexte de bloc, par exemple, qui était sélectionné, on n'envoie que ce contexte-là, comme si, pour résumer, comme si on avait un document très petit à gérer. Le problème, c'est que la dictation possède des commandes pour ajouter des nouvelles lignes ou des nouveaux paragraphes. Donc il a fallu qu'on retravaille notre logique interne pour permettre ces commandes-là. C'est des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées parce qu'on ne connaissait pas non plus l'utilisation de ces commandes. Après, aux difficultés, donc là vous allez en est, l'autocorrection, c'est compliqué, comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Donc l'autocorrection, quand on écrit un mot où on peut avoir une autocorrection, le système ajoute une overlay. Cette fois-ci, contrairement au marque-texte, l'overlay est ajouté par le système, donc pour faire les choses simples. Donc là, le problème, c'est qu'on avait un problème de couleur, de rendu entre cet overlay, enfin la couleur de l'overlay, la tint color de la vue, celle des curseurs, enfin bref, les couleurs ne matchaient pas. Et savoir aussi comment on le rend, comment il fait pour trouver à partir de quand il doit le dessiner jusqu'à... Il n'y avait pas d'API claire et précise par rapport à ça. Donc la première, quelles API utiliser pour définir le rect de cet overlay? C'était l'API FirstRect4Range qui permet de définir le rect de début jusqu'à la fin. Et par rapport à la hauteur du rect, c'est dans l'API Text Styling and Position où il faut renvoyer une fonte. Il va calculer la hauteur de cet overlay par rapport à la taille de fonte qu'on va passer. Le problème qui me restait à résoudre, que je n'ai pas réussi à résoudre, c'était la couleur de l'overlay. Là, on était sur un bleu qui était assez proche du bleu système. Et dans le temps que je m'étais imparti, je n'ai pas réussi à trouver de solution là-dessus. Donc j'ai juste unifié, j'ai pris la couleur d'overlay et j'ai unifié après, je trichais un petit peu. Designer n'a rien vu pour l'instant. Testeurs m'ont dit c'est pas exactement le bleu. Je suis oui, bon, on va le mettre en mineur. Voilà, donc on a vu les principaux problèmes que j'ai vus pour l'implémentation du protocole UI-Text-Input. Maintenant, tous les problèmes qu'on a eu concernant, enfin les problèmes, qu'est-ce qu'on a à faire pour ajouter les curseurs par rapport à celui-là. Parce que là, en répondant juste aux API de UI-Text-Input, au niveau de ce protocole-là, on n'a pas de curseur. Donc là, il faut rajouter des vues pour gérer les curseurs, il faut gérer les interactions et les dessiner. Les curseurs, il y a différents cas d'utilisation que j'ai résumés sur un tableau et il y a aussi des interactions spécifiques, par exemple sur l'iPad. Avant c'était aussi sur l'iPhone, mais depuis iOS 13 ça l'est plus. Et avec les deux doigts sur le clavier, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on peut faire glisser le curseur. Donc des interactions spécifiques et des vues spécifiques. Par exemple, quand on a une sélection, on a les handles. Quand on n'a pas de sélection de curseur, il n'y a qu'un seul curseur, il clignote. Quand on est en floating, donc la gesture qui drague le curseur principal, enfin il y a un curseur qui est grisé, puis celui qui se balade n'est pas grisé, enfin bref. Donc il y a tout un tas d'interactions. Donc soit on implémente ça nous-mêmes, ce qu'on était obligé de faire avant iOS 13, soit après on essaye de passer via la nouvelle API de UI-Text Interaction. Le problème c'est que c'est très peu documenté, il y a 3 minutes de présentation sur la session qui correspond sur la WWDC, il n'y a pas de sample code. J'ai essayé de rétablir le sample code et de jouer avec. Le résultat, c'était que j'ai rempli des bugs chez Apple. Donc, ils nous présentent ça comme seulement 3 lignes de code à implémenter. Sur le coup, on se dit chouette, c'est aussi simple que Catalyst. Sauf que j'ai fait un peu de Catalyst aussi. Et donc, c'est ironique. Voilà, au final, j'ai eu des problèmes d'affichage de sélection. La zone de sélection qui n'était pas affichée, pourtant je retournais les bonnes API pour afficher la sélection. Il y a des raccourcis clavier qui sont pris en compte, mais d'autres qui ne sont pas correctement pris en compte. Par exemple, on fait commande gauche, ça revient bien sur le début du mot, commande droite, ah non, ça ne marche pas, pour revenir à la fin du mot, enfin bref. Et il me propose avec cette API, cette nouvelle interaction, une interaction quand on est en mode désactivé. Ça permet par exemple de faire le long press sur un mot pour le sélectionner, ou d'activer après l'autre API où là on est en mode édition activée. Et quand le passage d'une interaction à l'autre pose des problèmes, là par exemple, je n'avais pas le clavier qui popait, j'étais devenu first responder, mais je n'avais pas le clavier qui popait lors de ce passage-là. Donc je leur ai mis un bug avec des samples et tous les use cases qui vont bien, et j'attends toujours. Bon. Je ne sais pas si vous avez des réponses.
Alors, est-ce que vous remplissez les bugs? Mais j'en ai pas beaucoup. L'autre chose qu'il a fallu implémenter par rapport à iOS 12, parce qu'on a commencé l'année dernière donc sur iOS 12, c'était la petite loupe qui a disparu sur iOS 13. Donc pour faire ça, on a une vue qui sert de conteneur. Je me suis inspiré de choses que j'ai vues sur Internet. Donc on a une vue qui sert de conteneur, puis une autre qui sert à afficher le contenu qui est zoomé. Pour ça, on sert des primitifs des API primitives que j'ai indiquées pour effectuer un scale et une translation du contenu de la vue qui nous intéresse. Je t'interromps, du coup, ouais. ça existait donc sur iOS 12. Oui. Du coup, vous, dans votre implémentation, vous l'avez... Oui, parce que c'est encore quelque chose qui était à réimplémenter, un comportement de plateforme à mimiquer comme les curseurs qui n'étaient pas fournis par défaut. Et du coup, vous proposez sur iOS 13 Sur iOS 12, c'est proposé. Sur iOS 13, on s'est collé au comportement de plateforme, on l'a désactivé. Et donc voilà, il y a eu des changements de comportement. Donc, l'autre concept qu'il a fallu implémenter, c'était tout ce qui était raccourci clavier, parce que comme vous pouvez voir, quand vous manipulez une TextView, que ce soit sous Mac ou sur iPad avec un clavier externe, il y a des raccourcis, que ce soit pour copier, coller, passer d'un mot à l'autre, faire des sélections, etc. Donc là, il y a un très bon post qui permet de comprendre tout le fonctionnement sur les key commands. Et pour résumer, donc il faut que le can perform action de la vue dise OK, c'est bon, donc il faut avoir défini les méthodes dans la vue, les méthodes qui correspondent. Et quand c'est une vue, on peut soit dire, on a un attribut key commands qui retourne un tableau de UI key command. Donc là, on définit tous nos raccourcis clavier. Grosso modo, c'est Apple qui va dire on appuie sur telle touche, donne-moi les key commands qui sont disponibles par rapport à la chaîne de répondeurs actuelle. Et il va essayer de matcher ce qu'on a. On peut aussi, si on a un UI View Controller, on peut aussi ajouter et enlever des key commands avec les méthodes qui correspondent. Ce n'est pas décrit dans le post, mais on a ces API-là sur les API de UI View Controller classique. C'est des add key commands et remove key commands. Et du coup, il va chercher dans le premier first responder après les méthodes qui vont implémenter les actions qui sont définies dans les key commands. Pour résumer, une key command, c'est une input string. Donc, par exemple, j'ai appuyé sur B, j'ai appuyé sur backspace ou sur entrée. Ça va être une action associée et puis on peut lui définir un titre. Pourquoi un titre? Parce que sur iPad, quand on appuie sur la touche commande, on a ce qu'ils appelaient les discoverability titles, où on avait une fenêtre système qui présentait tous les raccourcis qu'on pouvait avoir sur l'application par rapport au contexte qui était présenté. Et ce qu'il faut savoir du coup, c'est que ces key commands, on peut les réutiliser aussi sur notre application pour Catalyst. C'est le même principe. Donc, sur Catalyst, on a aussi les menus qui sont apparus. C'est un peu le même principe. Je passe le ciel, à moins qu'il y ait quelqu'un qui avait des questions là-dessus. Quelques petits problèmes, enfin des choses, c'est pas vraiment des problèmes, c'est plus des choses à savoir par rapport au raccourci clavier. Tout ce qui est undo redo, ça passe par un NSUndo Manager, donc il faut que la vue le respondeur implémente l'attribut undo manager. Dans notre cas, on avait un undo complètement customisé qui était pas du tout, qui vient du C++, qui n'était pas du tout en fait là-dessus. Donc ce que j'ai fait pour pouvoir gérer les undo redo, c'est que j'ai créé j'ai créé un repère, une classe qui hérite de NSUndo Manager. Et après, j'ai rappelé mes appels de mon undo manager personnel pour pouvoir avoir un NSUndo Manager dans ma vue. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les actions standards, donc de UI Responder, standard action, comme copy, paste et cut aussi, ne passent pas par les raccourcis clavier. Il n'y a pas besoin de raccourcis clavier spécifiques pour les définir. Le système le gère. Par contre, il faut définir les méthodes copy, cut, paste dans la vue pour qu'elles soient gérées par rapport à cette vue-là. Parce qu'on ne sait pas forcément gérer de la même façon entre deux répondeurs en fonction de votre application. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on peut affecter des modifiers sur les touches. Donc, par exemple, si on appuie sur Shift ou sur Commande, etc. Et le modifier Shift n'est pris en compte qu'avec un clavier externe et pas avec le clavier software qu'il y a sur iPad. Donc voilà, une petite spécificité. Donc là, on a à peu près fait le tour.
Donc il y avait beaucoup de choses à implémenter. Il faut essayer de coller un maximum au comportement de la plateforme. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que des fois, ce comportement peut différer d'une application à l'autre. Donc, par exemple, entre Note et Pages. Et qu'il n'y a pas forcément au niveau il y a de la documentation d'API, etc. Mais il n'y a pas forcément de cas avancés de documentation qui sont à jour, etc. Donc voilà, donc s'il y en a qui un jour tombent sur cette vidéo qui vont implémenter ça, je pense qu'ils seront contents. Mais bon, c'était assez intéressant à faire. Donc voilà, on peut passer aux questions si vous en avez. J'étais un peu rapide sur la présentation. Ouais. Combien de temps l'implémentation? Alors, on a eu une phase de prototyping qui n'était pas à temps complet, mais qui était peut-être sur 2-3 mois, peut-être entre un tiers de temps et mi-temps, juste pour montrer ce qu'on pouvait faire par rapport à notre application. Les principales difficultés, c'était aussi lié à notre application et à quoi servent les différentes API de UI-Text-Input, parce qu'on n'a pas beaucoup de doc, comme je l'ai dit. Et après, il a fallu mettre au propre tout ça. Et les principales difficultés, là encore, c'était lié à notre application. Parce qu'une fois qu'on a découvert les fonctionnements, le sample, par exemple, là j'arrive à le remettre au propre, à faire quelque chose pour présenter Apple pour mes 4 bugs assez rapidement. Mais de base, il faut quand même passer du temps. Ça peut être un mois, 2 mois, temps plein, si on part sur une application là-dessus. Parce que il faut avoir le rendu de la partie texte qui soit fait pour que ce soit plus rapide. Nous, c'était le cas, c'était déjà fait. Et après, la partie implémentation du UI-Text-Input Protocol, comprendre comment tout s'enchevêtre, parce que tout n'est pas forcément clair. Par exemple, sur les floating curseurs, on a des API qui vont dire tiens, ça a bougé, mais la position qu'il envoie, c'est une position il va t'envoyer un point, mais le point, il est basé par rapport à quoi? Enfin, c'est beaucoup d'expérimentation et vérifier sur différentes versions d'iOS comment ça se comporte. Et le marktext aussi, on a passé pas mal de temps pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait et comment l'intégrer dans nos API. Voilà, donc le temps que j'ai passé après, c'est plus du temps sur notre partie cross-platform en C++ pour essayer d'implémenter ce qu'il fallait et rajouter des tests là-dessus. Voilà, donc d'autres questions? Ouais, le curseur, donc, en fait, ouais. Apple ne fournit pas du tout de Alors, méthode d'API pour le gérer? Non, maintenant tu as le UI-Text-Input Interaction qui fonctionne un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure, comme un drag and drop interaction. Donc, c'est cette façon-là qu'ils l'ont présenté. Pour résumer, dans leur sample, tu instancies. Tu dis, dans l'instanciation, tu dis si c'est une interaction pour le mode editable ou non editable. Ensuite, tu vas lui fournir la vue qui implémente UI-Text-Input Protocol. Et après, dans cette vue-là, tu ajoutes ton interaction. C'est pour ça qu'ils disent 3 lignes. Sauf qu'avec le sample, en répondant à toutes les API, j'ai pas réussi à le faire fonctionner correctement. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent. Il y a le curseur qui apparaît, j'arrive à le bouger à la façon iOS 13 en le draguant, etc. Mais ma sélection n'est pas rendue correctement, malgré le fait que dans mes API, quand j'inspecte, je vois bien que j'ai une sélection et que j'ai bien tous les trucs qui vont bien. Et comme je disais, il y avait d'autres problèmes, les problèmes de navigation avec les raccourcis, etc. Après, c'est peut-être pas lié à ça, les problèmes de navigation avec les raccourcis, mais toujours est-il que voilà, il y a des problèmes. Ils ont présenté ça comme quelque chose de simple, mais c'est pas tout simple. Et d'après ce que j'ai vu en inspectant le code quand c'était rajouté, en fait, c'est des comment expliquer là, si par exemple vous prenez une vue text input sur iOS 13, que vous regardez sur les add interaction, vous verrez qu'il y a plein d'interactions qui sont ajoutées. Il y a interaction loop, etc. Mais le fait qu'il n'y en ait plus sur iOS 13, ils ont une interaction loop, ils ont une interaction de text interaction, même si on n'en rajoute pas explicitement. Il y a plein d'interactions qui sont rajoutées de façon qu'on voit comme ça quand on trace tout ce qui est rajouté. Mais pourtant, ce n'est pas forcément des trucs qui sont activés. Et je pense que c'est des choses qui étaient faites déjà de base sur iOS 12 pour implémenter les curseurs et d'autres choses. Et on n'a pas d'accès direct dessus. Pas que j'ai trouvé. Ce qui était difficile aussi, c'était toute la partie styling, comme j'ai expliqué, pour les overlays, etc., où il fallait comprendre comment on gère la couleur, la hauteur et les différents aspects de... Voilà. Donc pour l'instant, les curseurs chez nous sont des vues custom encore, qu'on a rajoutées.
Et je continuerai à faire l'expérimentation avec les nouvelles API, mais sans ingénieur Apple à côté, ça va être compliqué d'aller plus loin. Et du coup, à ce sujet, est-ce que tu as essayé de faire du bruit sur Twitter Pas sur Twitter, non, parce que ça fait longtemps que j'utilise plus Twitter. Mais et après sur un média, je veux dire, public? non, j'ai seulement fait des feedbacks apps, j'ai fait pas mal de recherches, mais il n'y a pas beaucoup de sources parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce genre de choses. Donc c'est un petit peu comme si vous développez pour Windows il y a quelques années. C'est compliqué de trouver des informations sur ce sujet. Ok. Moi, je te dis ça parce qu'avec un feedback, Ouais. pour une app qui est souvent Mm. featured, comme la vôtre, Mm. en fait, il y a Peter Steinberger qui fait Ouais. PDF Kit, qui Ouais. en fait a des réponses d'Apple, mais seulement sur les nouvelles API, Ouais. l'ancienne qu'il faut oublier. Oui, il a bien expliqué à la French Kit, c'est si vous avez des anciennes, enfin, si vous avez réussi à débrouiller auparavant sur des API anciennes, ils disent bah, pourquoi fixer, ils ont réussi à trouver un contournement, et puis voilà. Par contre, si les nouvelles API, on va peut-être se bouger un petit peu. Donc c'est pour ça que dès que j'ai découvert cette API-là, j'aurais rempli des bugs avec des samples, mais en espérant qu'en juin prochain, ce sera fixé pour pouvoir alléger mon code, mais et entre-temps, galère un peu. Voilà. Et aujourd'hui, c'est fonctionnel? Oui, c'est livré, c'est fonctionnel. On ne va pas dire que c'est 100% sans bug. On a quelques problèmes sur la dictation quand on va rajouter plusieurs lignes, plusieurs paragraphes. Il y a des cas où on n'arrive pas à s'en sortir. Mais si on rajoute juste une ligne, puis après on continue d'écrire, ou juste un paragraphe, on continue d'écrire, il n'y a pas de souci. Mais c'est fonctionnel, ça marche. Mais voilà, c'est pas non plus sans bug, mais nos testeurs sont passés dessus, ils sont une bonne équipe. Voilà. Et comment vous estimez la complexité de monter une version, justement, vous êtes capable d'estimer? Alors, tout dépend de l'application qu'il y a par derrière. Comme je disais tout à l'heure, si on part du sample qui est fourni pour essayer de le faire fonctionner, le remoderniser, etc., passer une journée, voilà, c'est pas forcément très compliqué. Après, il faut rajouter des cas parce qu'ils ne gèrent pas forcément correctement la sélection, ce genre de choses. Il faut comprendre les nouvelles API qui ne sont pas gérées et les gérer. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut mieux planifier au moins 1 mois, voire 2 mois pour essayer de prendre ça en compte, à temps plein, je veux dire. Et puis après, sur une application réelle qui est un peu plus complexe, qui a déjà de la logique, sélection, qui essaye d'être multiplateforme, etc., ben là, c'est beaucoup plus long. Parce que dans notre cas, nous, c'est une application qui est sur Windows, sur Android, sur machin. On essaye d'apporter cette feature sur les 3 plateformes en même temps. Des fois, il y a des choses qui sont faites d'une certaine façon pour une plateforme, d'autre façon pour une autre plateforme. Et le code qui va être à faire, une grande majorité, c'est essayer de faire fonctionner le tout ensemble pour que ça reste cohérent sur toutes les plateformes. Et d'avoir les bonnes API avec le bon modèle qui est par derrière. Donc voilà, la difficulté là, c'était quand même une grosse partie de la logique du gestion. Enfin, il y a gestion cross-plateforme pour simplifier, mais de logique aussi des curseurs, par exemple, sur déplacement, mais c'est lié à notre modèle en interne. Enfin, c'était très spécifique à notre application. Sinon, faut compter minimum 1 mois à 2 mois pour implémenter. Ça peut être plus rapide, mais comme je disais, si on part d'un truc très simple avec le sample, mais sur une application réelle, je pense, plus de temps. Voilà. Pour faire un raccord par rapport à la présentation précédente, je me suis essayé à des tests, donc on a pas mal de tests, mais c'est plus des tests, on va dire, côté C++ pour tester le comportement des API, etc. Les autres tests que j'ai essayé de mettre en place, c'est que vu qu'il y a pas mal de comportements qui sont spécifiques à la plateforme aussi, c'était des tests par rapport justement au clavier, c'était des tests UI. J'ai réussi à draguer le curseur, à afficher cliquer sur une sélection, afficher sur des menus, etc. Ce pas des tests qui sont exhaustifs pour l'instant. C'est des outils que j'ai mis à disposition de notre équipe de test, mais ils n'ont pas trop eu le temps de creuser le sujet, mais j'en ajouterai quelques-uns. Mais tout ça pour dire que c'est possible avec des tests UI de tester ça sur simulateur. Ça reste quelque chose qui est un petit peu fragile au niveau des tests, parce que les tests UI sont toujours un peu plus fragiles que les tests unitaires, mais c'est possible. Voilà. Merci beaucoup, Nico. Non.